sens. Mais comment? Où? Avec qui? Et qui y croire? Colette Magny, immense insurgé, frappe ton cœur. Septembre 1983. Les semaines qui ravissent le bison. Surmonter la philosophie et l'homme théorique, c'est pour Nietzsche créer un être autre que celui qui se représenta dans le discours philosophique et le savoir pur, l'immaculée connaissance. En ce sens, la philosophie entière n'est que représentation. Au mieux, la philosophie choisit entre les représentations. Comment vivre sans représentation? Mais aussi comment vivre sans la critique des représentations? Ainsi s'esquisse un mouvement dialectique. Quelques-unes parmi les représentations bouchent la vue et l'horizon, font boucle et cercle vicieux. D'autres s'ouvrent vers le dépassement. Henri Lefebvre, La présence et l'absence, 1980. Blues clair, composition et guitare, Django Reinhardt, un bohémien, un Romanichel manouche qui naît le 23 janvier 1910 à Liverchy, en Belgique, qui meurt le 16 mai 1953 près de Fontainebleau. L'année suivante, à 20 ans, je quitte à jamais la France, juste avant la guerre d'Algérie, pendant laquelle je suis un insurgé, et commence mes errances en exil avec le blues clair de Django, titre et thème depuis 1978 de tout ce que je fais. Décision prise en 1956, travailleur du bois en pleine montagne rocheuse, avant en 58 Montréal, écrivain et homme de radio, empruntant à cet homme d'envergure multiple qu'était à Saint-Germain-des-Prés Boris Vian, 10 mars 1920, 23 juin 1959, lui empruntant pour nom amérindien celui de Bison Ravi. Et qui veut écouter et se représenter, écoute et se représente dans quelle dialectique, avec de tels noms et titres, j'existe. Ici, Patrick Saram, le Bison Ravi. Auditrices et auditeurs de Radio Centre-Ville, bonjour. Ce premier lundi, le 8 février 1988. Dans l'émission du premier lundi, c'est le deuxième aujourd'hui, pardon, le 1er février, la semaine dernière, j'avais lu un texte de Pierre Folliat sur les fumées. Le lendemain, le mardi 2 février 1988, exactement le lendemain, au bar bistrot Blues Clair, où je vais boire mes cafés et lire mes journaux, je lis entre autres les lettres, le courrier des lecteurs, qui ont souvent des opinions beaucoup plus intéressantes que celles émises par les journalistes de métier. Et je trouve, donc, le lendemain du jour où j'ai lu le texte de Folliat sur le tabac, le fléau de la cigarette. Dans un article au ton sarcastique, La Presse, 9 janvier, Pierre Folliat fait une sortie contre les non-fumeurs qui craignent les dangers de l'air vicié par la cigarette. Monsieur Folliat laisse croire que c'est un problème bien mineur dans le dossier de l'environnement. Pourtant, une recherche américaine a démontré que le niveau de la pollution causée par la fumée de cigarette dans les lieux de travail est comparable à certains égards à l'air vicié que l'on retrouve dans les grandes villes comme Los Angeles, à l'extérieur, au moment d'une urgence pollution. Il y a d'autres commentaires qui se veulent venimeux. C'est signé G.S. Durocher, Association pour les droits des non-fumeurs. Le mérite exemplaire de Pierre Folliat
Merci encore une fois, mon cher Pierre. Quel journaliste de meilleur en meilleur tu deviens. Son mérite exemplaire à Pierre Folliet est d'avoir ajouté une toute petite réponse à cette lettre, soi-disant venimeuse. Ce que je pourrais dire raciste. Voici Pierre Folliet. Une recherche américaine, dites-vous dans votre premier paragraphe, une recherche américaine a démontré, et comme toujours, avec ce genre de préambule, suivent quelques vérités, quelques statistiques, quelques catastrophes indubitables. En effet, qui oserait mettre en doute une recherche américaine? Mais encore, monsieur Durocher, quelle recherche? Où? Quand? Qui? Comment? Je vous remercie d'illustrer aussi bien mon propos. Vos campagnes anti-tabac sont pleines de ces recherches américaines de l'Université du Sud-Dakota, et pleines aussi de rigoureux curés qui s'ennuient beaucoup des guerres de religion. Je crois qu'il est temps de reprendre l'un de ces trains dans lesquels nous voyageons seuls. Nous utiliserons un boogie-woogie par celui qui l'a peut-être vraiment fondé, Jimmy Yancey. Les cadences au clavier étant le bruit des trains sur les rails. Yancey Mixture par Jimmy Yancey.
prenant mes cafés le matin au bar bistrot Blouse Claire, l'un des grands moments, c'est de lire les bandes dessinées. Et je finis toujours par celle que je préfère. Je n'ai toujours pas réussi à trouver le nom de qui l'a fait. Elle s'appelle Pete et Pat, ce qu'évidemment j'interprète comme Pierre Follia et Patrick Starum, le bison ravi. Le jeudi 4 février 1988, un 4, mon chiffre qui allait être assez catastrophique pour moi, mentalement, moralement. Je lis cette merveilleuse bande. Peux-tu me dire pourquoi je ne peux pas parler à personne ces temps-ci sans me faire accuser de quelque chose? Tu deviens paranoïaque. Tu vois, le 6 février, dans le Devoir, ils font parfois, ce jour-là ils l'ont fait, ils le font parfois, le 6 février ils le faisaient, ils font une colonne le 6 février, généalogie. En commençant par la fin, je vois 1934, l'année de ma naissance. C'est très curieux parce que le matin dans mon lit, j'avais pensé à ma naissance et aux événements qui avaient suivi immédiatement. Or, je trouve, le samedi 6 février, ce matin, 1934, donc le 6 février 1934, de violents incidents opposent sur la place de la Concorde, à Paris, des éléments de droite et des anciens combattants au service d'ordre. 17 morts, dont un policier, 1329 blessés, dont 664 policiers et soldats. En fait, c'étaient tous les groupes fascistes français qui allaient permettre ensuite les contre-manifestations de ce qu'on appelait la gauche et le premier gouvernement socialiste en 1936 de Léon Blum. 1936. Ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Garmisch en Allemagne. Début des célébrations du nazisme. Pas un mot sur la guerre d'Espagne. Et pour moi, c'est avec la guerre d'Espagne que tout commence. Je l'ai assez dit, je ne le répéterai jamais assez. Dire que je bois aussi, que sont nés un 6 février cette crapule criminelle, cette canaille, ce mauvais figurant qui le camoufle en jouant dans de très mauvais films. Il est né un 6 février en 1911, Ronald Reagan est né aussi le 6 février en 1932, il est mort en 1984, le cinéaste François Truffaut. Je crois que cette dernière décennie a été marquée à Montréal, au Québec, mais surtout à Montréal, par deux événements majeurs. L'hebdomadaire distribué gratuitement dans la plupart de tous les points importants de la ville de Montréal, Voir qui n'est pas sans être composé un peu comme on fait de la radio communautaire et qui vous fournit une information comme je la conçois. L'autre événement, c'est certainement les textes, la chronique de Pierre Follia. Je pourrais citer aussi Marcel Jean parlant cinéma, Nathalie Petrovski. C'est ce que j'appelle de l'information avec un sens critique et deux compléments pour moi indispensables, l'ironie et
du style. L'hebdomadaire Voir, qui devrait participer à cette heure que je fais, et les chroniques de Pierre Folliat. Je vais justement lire des textes, non plus de Folliat, je l'ai fait un peu avant, mais des textes dont le premier est emprunté à Voir et le second au Devoir, à propos de l'événement culturel essentiel de l'année 1988 à Montréal. Nous ne sommes qu'en février, mais je doute que quoi que ce soit de plus exceptionnel puisse advenir, sinon un autre film de lui. On aura compris que je parle de Soigne ta droite de Jean-Luc Godard, que je ne me lasse pas de voir et revoir, et dans lequel j'apprends toujours tant et de plus en plus. Dans Voir, le 4 février 1988. Soigne ta droite. Ciel nuageux avec éclaircies. Entre le chaos du monde et l'ordonnance de la fiction, Soigne ta droite est le déchirement d'un grand cinéaste. Godard a encore frappé. C'est Richard Martineau qui écrit ce texte. Je pense que les critiques que je vais lire, il y en eut aussi une bonne de Serge Bussot dans la presse, méritent une musique, même si j'aime tellement celle des Rita Mitsuko dans Soigne ta droite, j'ai choisi une musique qui me paraissait beaucoup plus appropriée dans l'album Blues of Blues and Dreams par Anthony Davis au piano, accompagné de Leroy Jenkins au violon, Ferohan Aklaf à la batterie et Abdul Wadoud au violoncelle. Ces pièces ont été composées en partie à partir de nouvelles de Deborah Atherton, qui fait des nouvelles un peu fantastiques. La couverture du disque est absolument de toute beauté. C'est une pièce en mosaïque, Gateway and Pass, par Barney Zetz. J'ai choisi dans ce disque of Blues and Dreams une composition d'Anthony Davis, Madame Xola. Ce texte de Richard Martineau dans Voir le 4 février 1988. Un jour, après avoir bien regardé autour de lui, Godard a décidé de ne plus raconter d'histoire. Les grilles d'analyse tombaient les unes derrière les autres. Les valeurs explosaient et les individus étaient laissés seuls à se démêler dans un monde chaotique et confus. Pourquoi, alors, faire semblant que les événements de notre vie traçaient un récit bien propre et bien linéaire? Pourquoi inventer des personnages qui savaient qui ils étaient et où ils allaient? Pourquoi, dites-moi, se fermer les yeux et nier que notre univers n'était plus composé que de bribes, bribes d'idées, bribes d'histoires et bribes de sentiments qui partent dans tous les sens et finissent dans des cul-de-sac? Prenant sa lucidité à deux mains, il créa un cinéma à l'image de son temps, un cinéma cacophonique qui proposait 1000 chemins et 1000 voies, un cinéma bègue, un cinéma qui était tour à tour caricatural, émouvant, burlesque, naïf et parfois sérieux. Or, voilà, Godard, comme nous tous, sent venir la fin de cette damnée post-modernité. Non qu'il voit devant lui
des signes évidents de changement, mais il entend les sourdes rumeurs d'insatisfaction, les plaintes muettes, les prières qui regrettent et cherchent à percer la nuit. Parenthèse straramienne, lire Pierre Folliat. Déjà, une scène de King Lear nous mettait la puce à l'oreille, collant à une fleur fanée, ses pétales perdus, il filmait son dégoût du désert et sa nostalgie de ces années colorées et parfumées. Dans Soigne ta droite, Godard va plus loin. Sa lassitude, son inconfort, son écœurement se transforment en effet en espoir. Oh, discrètement, bien sûr. Il superpose toujours les voix et les récits, multiplie les fausses pistes, se joue de nous et de lui. Mais il arbore désormais le sourire de l'idiot de Dostoïevski, celui qui tient le pari de l'optimisme, quitte à paraître complètement imbécile aux yeux des aveugles. Une place sur la terre comme au ciel, dit le sous-titre. Entendez, ce film se déroule entre deux mondes, quelque part entre là-bas et ici, entre la dérive mouvante de la rêverie et l'ancrage à la réalité. D'ailleurs, l'oncle Jean, qu'on voit dans son avion, ne dit-il pas qu'il est toujours un peu triste de quitter la Terre ? Que ceux qui criaient que le cinéaste se vautrait avec complaisance dans l'abstraction se ravisent. Il le faisait car le monde ne lui laissait pas le choix. Que les choses retrouvent leur poids et vous les verrez atterrir à l'aéroport le plus près. La piste, répétons-le, se dessine et l'avion baisse d'altitude. Car on a beau, dans Soigne ta droite, parler de la mort de Dieu, du suicide, du rien ne va plus et de la tourmente, quelques images et quelques mots résistent. La mort est le chemin vers la lumière, entend-on. Il doit avoir un dernier degré dans l'amplification du silence. Dans le vide, la moindre création devient un miracle. C'est dans le dos que la lumière frappe la nuit. Jusqu'au Rita Mitsuko, qui font figure de prophètes. Enregistrant en studio leur album No Comprendo, ils transforment le chaos en musique et domptent ces notes frivoles jusqu'à ce qu'elles accouchent d'une mélodie, jusqu'à ce que l'inspiration s'incarne dans une chanson. Parenthèse straramienne, Godard a filmé les Rita Mitsuko préparant leurs disques dans leur petit appartement. Il ne les a pas filmés, l'enregistrant en studio. Parlons-en d'ailleurs de l'incarnation. S'il y a un mot-clé dans Soigne ta droite, c'est bien celui-là. Regardant tels les esprits des ailes du désir, le monde sous ses pieds, Godard rêve en effet du moment où il pourra enfin descendre de son perchoir et trouver un récit, où il pourra incarner son art dans une histoire sans pour autant renier sa liberté. Il faut être un ange pour écrire un roman lance-t-il à la blague, c'est-à-dire sur la terre comme au ciel, entre un présent nuageux qui refuse de choisir et un avenir rocailleux qui s'enchaînerait à un récit, à une structure, bref, à une vérité massive et inébranlable. Vérité qui sécurise autant qu'elle étouffe, comme une clôture qui, tout en ayant l'avantage de délimiter un territoire, a aussi le malheur de l'emprisonner à jamais. Vous l'aurez deviné, Soigne ta droite est le film d'une hésitation. Hésitation entre le Godard qui crie sa haine de la post-modernité, d'une part, bref d'un Godard qui cherche à atterrir, à se lester, à s'incarner, et le Godard qui a peur de perdre ses ailes en embrassant une loi qui s'avérerait peut-être à la longue aussi serrée qu'un corset, aussi cruelle qu'un fil barbelé. Le film d'une hésitation, disais-je, mais ajoutons aussi l'une des œuvres majeures du cinéaste le plus pertinent de son époque. C'est déjà ça d'arracher au néant. Et je ne peux mieux faire que lire à la suite cette critique de Marcel Jean dans Le Devoir du samedi 6 février 88. Dommage qu'il ne mentionne pas Buster Keaton. Quand Godard
joue au tennis avec le spectateur. Marcel Jean. Au commencement, il y avait le Verbe, et le Verbe se fit conteur. Il dit qu'il y avait un idiot, et l'idiot apparut, prêt à relever le défi de faire un film en un jour pour qu'on l'élève au rang de prince et qu'il trouve ainsi sur la terre une place qui soit comme au ciel. Puis l'idiot s'embarqua dans un avion volant vers la mort. Citant les vers de Racine, de Lautréamont et d'Aragon, les autres passagers parlèrent, s'écrièrent, déclamèrent, pendant que l'admirable pilote lisait « Suicide, mode d'emploi ». Eux ne semblaient pas réaliser qu'ils voyageaient dans le vide et que leur aéroplane les conduisait directement vers l'hécatombe du stade du Heysel. Pauvres idiots, aurait dit Dostoïevski qui veillait sur tout ça. Et pendant ce temps-là, le français moyen disait et redisait les mots de Nietzsche et de Goethe, criant que Dieu est mort et s'entendant répondre « Lequel plus que l'autre gèle? Lequel préfère les rats? Celui qui croyait au ciel? Celui qui n'y croyait pas ?» Mais sur la terre, l'individu cherchait lui aussi sa place, enfant dérisoire entre la nuit et la lumière, qui, entre les cris et les chuchotements, pensait à Malraux parce que celui-ci avait, quelque part, écrit quelques mots sur la condition humaine. Et l'individu, vide de tout contenu, tantôt travaillait en lisant des Mickey, tantôt s'en allait, menottes au poing, vers la mort qui l'attendait lui aussi à la fin du parcours. Tous donc s'en allaient inconsciemment vers leur fin. Le Verbe fait cher, n'arrivant même plus à les rejoindre, et le plus ridicule de tous était probablement l'idiot, prêt à céder son film au banquier parce qu'il l'appelait prince. Cela parlait de millions et lui offrait un hochet en échange, puis il s'en allait avec sous le bras des boîtes clinquantes qu'il trouvait bien jolies, sans même avoir vu ce qu'il y avait dedans. Les boîtes de films. Ainsi était la vie en ce temps-là, et certains philosophes ne perdaient pas tout espoir, car ils savaient bien qu'à la fin, quand il y a tous les innocents d'un côté et les coupables de l'autre, lorsque la nuit rassemble ses forces pour vaincre la lumière, c'est dans le dos que la lumière va frapper la nuit. Cela s'appelle l'aurore. Parenthèse traramienne, ce si beau film de Luis Buñuel, et les mêmes mots, cela s'appelle l'aurore, déjà utilisé par Godard pour clore ce merveilleux film de lui, prénom Carmen. Marcel Jean. Telles sont, en gros, les péripéties du dernier Godard, un film où il est amplement question de la mort, du rôle de l'artiste, de la vacuité d'un monde suicidaire et de la culture qui ne s'accorde guère avec ce monde sans substance, ce monde où sont évacuées toutes les valeurs morales et spirituelles. Soigne ta droite, ainsi nommé en hommage à Jacques Tati, est en effet un film qui sous des dehors burlesques et d'une profonde gravité, un film dont le sourire regrette et où le regret sourit. Et Jacques Tati, qui tel un orfèvre a construit une œuvre monumentale en s'armant de sa seule patience, est le véritable parrain de ce film, lui dont l'œuvre a été consacrée à la dure mission de dire aux hommes que le monde moderne courait à sa perte. Tati avait fait « Soigne ton gauche », Godard a fait « Soigne ta droite ». Tati avait fait « Oscar, champion du tennis ». Godard a construit tout son film comme un long échange précédant une balle de match. On retrouve dans Soigne ta droite les Rita Mitsuko qui travaillent à l'enregistrement d'un album. On est confronté à cette volonté qu'a Godard de montrer la musique, volonté qui se double ici du désir de montrer l'artiste au travail, d'exhiber ce qui vient avant le glacis, avant l'harmonie, avant la beauté. Film où l'on parle aussi beaucoup de liberté. Soigne ta droite essaie de regarder un peu entre les choses, entre le ciel et la terre, entre la lumière et la noirceur, entre la vie et la mort, entre l'image et le son. Tout y semble provisoire, en transition, comme s'il n'y avait plus de certitudes qui tiennent, comme si rien n'était gagné, mais tout n'était pas perdu. Et c'est là toute la beauté de ce film.